Bon, alors, bienvenue tout le monde aux 20 minutes de science du réseau Matériaux renouvelables Québec, qui est un réseau d'innovation qui est financé par les fonds de recherche Nature et Technologie. Notre mission au réseau, c'est de stimuler le processus d'innovation, de favoriser le transfert des connaissances, des technologies entre les membres du réseau. Euh, Bien évidemment, dans le domaine des matériaux renouvelables au Québec. Alors, la présentation qu'on a aujourd'hui, c'est Sylvain Cordier qui va la donner. Elle va durer une vingtaine de minutes. Ça va être suivi d'une période de questions. Puis, je vous invite à poser vos questions là, directement avec votre micro à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi les poser dans le chat si vous préférez, puis je pourrais les transmettre pour vous. Puis, n'oubliez pas de fermer vos micros durant la présentation, s'il vous plaît. Et puis maintenant, je vous présente notre invité. Alors, Sylvain Cordier est ingénieur en mécanique énergétique. Il a diplômé en 2013 de l'école Lanciam de Valenciennes. Je pense que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Je vois le petit sourire, oh, je m'excuse. Par la suite, il a choisi de se spécialiser en ingénierie de l'environnement avec le master éco-conception et management environnemental de l'Institut des arts et métiers à Chambéry. Après un stage avec l'équipe de Sustainability du centre de recherche de ArcelorMittal à Mézières-les-Metz, excusez, où il a découvert le milieu de la recherche et a continué à travailler avec eux en analyse du cycle de vie. C'est ça qui l'a conduit à traverser l'Atlantique pour effectuer un doctorat à l'Université de Sherbrooke au sein du LIRID et du CIRCEB sous la direction des professeurs Ben Amor, Pierre Blanchette et François Robichaud. Son projet de recherche porte sur l'analyse du cycle de vie conséquentiel de l'utilisation croissante du bois en construction non résidentielle. Et je te cède la parole, Sylvain. Je t'invite à partager ton écran. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Ok, donc oui, bonjour tout le monde. Merci Christine pour l'introduction. Je suis Sylvain Cordier, étudiant au doctorat au LIRID, laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception, et également impliqué dans le CIRCERB, chaire de recherche industrielle, sur la construction éco-responsable en bois. Et je vais être avec vous pour les 20 prochaines minutes. Dans le cadre des 20 minutes de science organisées par le réseau Matériaux renouvelables Québec, que je remercie pour l'invitation. Alors, brièvement, je vais aborder l'analyse de cycle de vie et bien sûr, sans vous faire un cours avancé sur le sujet, et vous présenter aussi mon projet de doctorat sur l'utilisation croissante du bois dans la construction non résidentielle. En quelques mots, l'analyse de cycle de vie est une méthode qui est régie par les normes ISO 14040 et 44 pour compiler et évaluer les entrants, les extrants, puis les impacts potentiels, les impacts environnementaux potentiels d'un système, surtout son cycle de vie. Donc, la première partie de l'ACV présente la raison de l'étude. On définit et on chiffre ce qu'on va évaluer. Dans l'inventaire, on fait le bilan quantifié des émissions et des extractions qui sont requises pour que le système remplisse sa fonction. Dans l'évaluation de l'impact, ensuite, on caractérise la contribution des émissions et des extractions pour chaque catégorie d'impact auquel elles sont associées. Et c'est ce qui permet, dans la dernière partie, qui est l'interprétation, de comparer et d'identifier les émissions de substances et d'extraction de ressources qui contribuent le plus à un impact. Donc, il existe de grandes approches, l'attributionnelle et la conséquentielle. L'attributionnelle est plus classique. Et en attributionnel, on cherche à comprendre les émissions et extractions qui sont directement liées au cycle de vie du produit. Et on va chercher à comprendre les plus gros contributeurs. Et dans l'attributionnel, on pourrait aussi être amené à faire des comparaisons entre deux produits ou par exemple ici, entre un bâtiment qui serait majoritairement fait en bois et un bâtiment qui serait majoritairement fait en béton, en acier. Et à côté, la conséquentielle, dans ce cas, on cherche à comprendre les émissions et extractions qui
qui font suite à une prise de décision, à un changement dans un système ou à une nouvelle politique. Et c'est le cas pour moi avec mon cas d'étude sur la construction non résidentielle et la Charte du bois au Québec, qui est une initiative gouvernementale qui propose des actions concrètes pour faciliter et permettre l'utilisation du bois dans la construction. Je vais continuer mon bref parallèle entre l'attributionnel et la conséquentielle pour que vous compreniez les concepts qui peuvent se cacher derrière l'analyse de cycle de vie. Donc, en conséquentiel, on va pas forcément être amené à faire une comparaison entre deux bâtiments, mais on cherche les conséquences d'un changement par rapport à un scénario de référence, par rapport, par exemple, au cours normal des affaires. Et sans la charte du bois, les nouvelles constructions pourraient continuer à être construites en matériaux conventionnels, les matériaux qui ont la plus grande part de marché actuel pour les bâtiments non résidentiels. Mais avec la charte du bois, ce qu'on souhaite justement, c'est ce que les nouvelles constructions puissent intégrer plus de bois. Donc, en conséquentiel, on va chercher à comprendre les conséquences provoquées par les nouvelles constructions bois par rapport au scénario de référence. Donc, voilà ce qui fait la différence entre les objectifs de ces deux approches. Et concrètement, quand on va faire l'inventaire en attributionnel, on va chercher à quantifier les émissions et les extractions qui sont liées à la production du bois d'œuvre uniquement. Par exemple, si mes structures sont uniquement faites en bois d'œuvre. Autrement dit, quels sont les impacts de l'aciérie qui sont attribuables à la fabrication des planches de bois. Et on ne s'occupe pas des coproduits. Donc, ce qui signifie qu'une part de la récolte, on va l'attribuer aux planches de bois. Et de la même façon, pour les émissions, on va les attribuer à la fabrication des planches de bois. Donc, l'attribution de ces parts, elle peut se faire selon plusieurs méthodes d'allocation en fonction des proportions massiques ou des valeurs économiques des planches de bois et puis des coproduits. Mais pour expliquer brièvement, si 60% de la masse du tronc d'arbre est transformée en bois d'œuvre, on va considérer que 60% des impacts de l'aciérie sont attribuables à la fabrication du bois d'œuvre, proportionnellement à la quantité de bois d'œuvre qu'on va vouloir produire pour notre système. Et si on fait une comparaison aussi avec un bâtiment qui est majoritairement fait en acier, on applique la même logique. Et si ce bâtiment en acier est fait de 50% d'acier primaire et 50% d'acier recyclé, on va considérer les impacts de l'acier primaire et les impacts de l'acier secondaire, qui sont attribuables à l'acier primaire et secondaire. Par contre, en conséquentiel, je reviens au bois, on va considérer toute l'aciérie, puisque on utilise le bois d'œuvre pour les nouvelles constructions. Et le produit déterminant pour l'aciérie, c'est le bois d'œuvre. Donc, on ne peut pas scier des planches de bois sans faire des coproduits. Donc, mes nouvelles planches de bois vont être pour mes nouveaux bâtiments et vont avoir pour conséquence de faire des coproduits du bois. Et ces coproduits du bois supplémentaires, ils peuvent alors être disponibles pour alimenter les marchés existants des pâtes à papier, des panneaux particules et de l'énergie. Donc, par exemple, ces coproduits qui sont ajoutés au marché pourront éviter la production d'énergie qui est faite à partir d'une autre source qui peut laisser sa place aux coproduits, ou pour les panneaux particules, selon la qualité des coproduits, on peut les utiliser à la place du bois qui serait directement issu de la forêt. Le même raisonnement pour les matériaux alternatifs, où on va chercher à comprendre ce que ça peut impliquer dans d'autres marchés, et si les nouveaux bâtiments bois qui sont construits peuvent remplacer l'acier,
on va éviter d'une part les premiers 50% d'acier primaire et d'autre part les autres 50% d'acier secondaire pour le non résidentiel. Cependant, la disponibilité, si vous voulez, de l'acier recyclé, elle est limitée par la production de l'acier primaire qui a été faite durant les années antérieures et également limitée par son recyclage. Donc, un changement dans la demande d'acier pourra difficilement affecter la production d'acier secondaire, puisque justement l'acier recyclé, il est contraint. Et puisque d'une part, les demandes d'acier primaire et secondaire continuent d'augmenter, et que d'autre part, pour mes bâtiments, je ne vais pas utiliser l'acier secondaire qui ne va pas être utilisé qui ne va pas être consommé pour mes nouveaux bâtiments. Et je vais donc rendre disponible l'acier secondaire pour un autre marché qui l'utilisera plutôt que l'acier primaire. Donc, en bout de chaîne, c'est de l'acier primaire qui est évité. Et justement, la difficulté en analyse de cycle de vie conséquentiel est dans la compréhension entre des équilibres qui sont entre la disponibilité pour un matériau et la demande qui est faite pour ce matériau, et également si les productions sont contraintes. Donc, quelques mots sur les résultats de mon exemple. Les barres bleues attributionnelles représentent la différence entre les impacts causés par l'utilisation du bois versus l'utilisation de l'acier pour des structures. Et les barres oranges, en conséquentiel, représentent la différence entre les impacts causés par l'utilisation du bois dans une structure par rapport à ce qui aurait été causé dans l'autre scénario de référence. Et puisqu'on a des objectifs différents, on a des inventaires différents et donc des résultats différents. Et pour le graphique, là, pour ce qui est affiché, une barre négative représente un avantage pour le bois et une barre positive un avantage pour l'acier. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il est tout à fait probable qu'une approche attributionnelle présente un avantage pour un scénario dans un impact en particulier et que la conséquentielle présente un avantage pour l'autre scénario dans ce même impact. Et je profite aussi de ce graphe pour faire une remarque, c'est que si on vous demande qu'est-ce qu'un produit vert, disons que la réponse c'est qu'un produit vert, ça n'existe pas et qu'il faut plus voir les choses en relation par rapport à un autre produit ou par rapport à un autre scénario. Donc si une décision doit être prise, elle est prise en connaissance de cause et puis on peut aussi faire le maximum pour réduire les impacts dans la catégorie où le produit est le moins favorable. Donc, c'est toujours à mettre en relation par rapport à un scénario alternatif. Donc, pour aller plus en détail dans mon projet, j'ai quantifié les flux de bois qui seraient impliqués dans l'utilisation pour les structures non résidentielles, puisque pour revenir à la charte du bois, avec les exemples d'actions concrètes qui sont proposées par le gouvernement, comme des supports financiers pour la recherche et le développement, puis le développement de programmes de formation, et puis toute l'ingénierie qui est faite derrière. On voit de plus en plus de bâtiments non résidentiels avec une construction en bois et des bâtiments qui peuvent être de plus en plus hauts en termes de nombre d'étages. Donc, ces exemples, ils peuvent représenter une réalité technique à l'échelle du bâtiment lui-même. Cependant, on cherche à comprendre l'effet à grande échelle pour toute une cohorte de bâtiments.
Et pour atteindre une faisabilité à grande échelle, le marché pour les produits du bois qui seront destinés aux bâtiments non résidentiels peut impliquer des changements dans l'approvisionnement des matières premières et puis dans la gestion des produits du bois. Et donc, mes questions sont les suivantes. Quels sont ces changements et quels sont aussi les impacts environnementaux associés? Et c'est pour cette raison que j'utilise une approche conséquentielle. Donc, dans un premier temps, ce qui correspond plus à la phase de définition de l'objectif et du champ d'études, où j'ai restreint mon champ d'études aux structures non résidentielles et où on cherche à chiffrer ce qu'on souhaite évaluer. Il a fallu avoir une estimation du mètre cube de bois qui serait utilisé pour les nouvelles constructions. Et puis, pour comprendre l'importance du bois dans les structures non résidentielles par rapport à l'utilisation actuelle du bois et aussi par rapport aux autres marchés du bois, il faut pouvoir faire, enquêter, faire une modélisation des flux du bois. Et j'ai donc fait une estimation avec les paramètres que vous voyez à l'écran. Brièvement, j'ai le coût de structure des bâtiments non résidentiels, le coût au mètre cube d'une structure bois et la part de marché du bois pour les bâtiments non résidentiels. Et à partir de ces paramètres, on arrive à une estimation de mètre cube de produit bois pour les structures non résidentielles. Et à partir de là, j'ai simulé une part de marché croissante pour le bois dans les structures allant de 30 à 80% selon les scénarios. Avec d'autres paramètres, il aurait été possible de faire une estimation, une autre estimation, mais d'arriver à la même unité. Seulement, des fois, on peut être face à un manque de données, ce qui nous oblige à faire des hypothèses et à trouver des proxys pour arriver à faire nos évaluations. Et il aurait été aussi possible c'est aussi possible justement de challenger cette première estimation. Et donc, voici le résultat de cette estimation à gauche. Et certes, malheureusement, ces paramètres ils peuvent contenir des grandes incertitudes et des variabilités. Mais c'est aussi important de savoir à peu près dans quel ordre de grandeur est-ce que nos résultats ils peuvent varier. Et avec toutes ces variabilités des paramètres, ça implique aussi une grande variabilité autour du scénario moyen du mètre cube de bois pour les structures non résidentielles. Donc, un intervalle min-max a été considéré. Et après, l'objectif est de comprendre l'importance par rapport aussi à la disponibilité de la forêt. Est-ce que la ressource est limitée? Est-ce qu'il y a plus de disponibilité que de demande? C'est pourquoi on met en perspective ces résultats avec la récolte totale. Et ce qu'on voit, c'est que malgré cette grande variabilité autour du scénario moyen, on constate que le scénario maximum de la slide avant représente moins de 5% des récoltes domestiques totales des résineux. Donc, cette ligne en noir représente la disponibilité de la forêt pour une récolte soutenable. En gris, les récoltes totales. Et on voit que justement, les récoltes supplémentaires pour le scénario maximum pour les structures non résidentielles représentent moins de 5% par rapport à toutes les récoltes totales. Et pour cette projection, donc c'est pas une prédiction de l'avenir, mais on cherche plutôt à comprendre les proportions, les tendances et puis les ordres de grandeur. Et donc pour cette projection, toutes les demandes de bois résineux ont été fixées constantes, excepté la
la récolte qui est dédiée à l'exportation du bois de sciage, qui représente 50% de la récolte totale en moyenne, et excepté aussi justement la récolte supplémentaire pour les bâtiments non résidentiels. Donc, j'ai gardé ce scénario maximum pour la suite de la modélisation, ce qui permet de faire une analyse de sensibilité aussi pour le moment où dans l'hypothèse où on atteindrait la saturation de la forêt, pour comprendre la sensibilité sur les résultats si on est amené à faire à aller récolter du bois ailleurs, à augmenter les importations. Je ne l'ai pas présenté dans les slides, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de différence significative entre augmenter les importations ou dans le cas où on atteindrait la limite de la disponibilité de la forêt. Donc, ça clôture la première partie de mon doctorat. Si vous avez plus d'informations, je vous laisse aller consulter le premier article qui a été publié à ce sujet. Et pour la suite, maintenant que la charte du bois est entre guillemets chiffrée, donc ce n'est pas une prédiction prophétique, hein, mais on peut chercher à modéliser les changements et les impacts. Donc, comme j'ai expliqué dans mes premiers slides, pour l'inventaire, c'est appliqué justement à l'échelle du Québec, la façon dont on va faire l'inventaire de nos émissions et de nos extractions. Et ce qui est évalué, donc j'ai regardé en moyenne combien d'acier et de béton pourrait être évité par les structures bois, toujours avec des scénarios min-max. Et pour différents cas d'études de la littérature, le bois remplace de façon combinée l'acier et le béton. J'ai trouvé 2-3 rares cas pour lesquels le bois remplaçait uniquement l'acier ou uniquement du béton. Mais jusqu'à présent, ces 2-3 cas donnent des résultats qui sont compris entre mes résultats variables où il y a un remplacement combiné de l'acier et du béton. Et donc, en moyenne, il y a un avantage pour les indicateurs changement climatique, santé humaine et ressources. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne les conséquences sur le fait de produire plus de bois par rapport à ce qu'on peut éviter pour l'acier et le béton. Et le point noir représente l'impact net, donc un impact négatif si l'utilisation du bois va impliquer plus ou moins d'impact que ce qu'on évite par rapport aux autres matériaux alternatifs. Donc, ces 4 catégories résument la plupart des catégories d'impact qui peuvent être évaluées en analyse du cycle de vie. Et enfin, pour mes travaux à venir, je vais considérer la temporalité et puis la fin de vie. Donc, par exemple, pour la temporalité, considérer le fait que mon stock de structures en bois dans mon stock bâti de bâtiments va augmenter. Donc, je vais comme créer un stockage temporaire de carbone dans mes structures en bois. Et je vais considérer aussi la capture progressive du CO2 biogénique qui est faite par la croissance des arbres qu'on peut planter après avoir récolté nos premiers troncs d'arbres pour les structures non résidentielles. Et également, en ce qui concerne la fin de vie, au cours du temps, mes bâtiments vont
arrivé en fin de vie, il va falloir gérer la fin de vie de ces bâtiments. Et donc, il va falloir aussi considérer les impacts de la gestion de cette fin de vie et comprendre aussi les conséquences de la gestion de cette fin de vie. Donc, je vais avoir des structures en bois qui vont être disponibles plus loin dans le temps. Et ces structures en bois disponibles, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce que ça va avoir pour conséquence on va pouvoir les recycler ou les utiliser directement comme source d'énergie dans l'hypothèse d'un scénario plutôt extrême sur la gestion du bois et également sur les impacts environnementaux. Donc, ça va être aussi de comprendre les conséquences en fin de vie. Voilà ce qui clôture ce que je voulais vous présenter en 20 grandes minutes. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.